Je vais vous présenter ici donc ce qu'on appelle donc les relations binaires. Relations binaires dans un ensemble E. Dans un ensemble E. Donc la relation binaire dans un ensemble E, tout d'abord, comme son nom l'indique, bon, il y a relation binaire dans un ensemble E. Et qui dit relation binaire dans un ensemble, on a bien l'existence d'un ensemble. Un ensemble composé d'éléments. Bon, ce qui veut dire que, avant tout, c'est une notion ensembliste qui va apparaître. Et donc, qui dit notion ensembliste, dit l'apparition de théories ensemblistes. Ce qui veut dire que, généralement, les théories ensemblistes sont avant tout voilà, des idéogrammes pour lesquels on en donne des significations et on en tire, bien sûr, par rapport à cette signification, un signifiant et un signifié. Voilà. Donc, on peut avoir des représentations par symbolisme, et par rapport à ces représentations par symbolisme, on a une signification bien réelle de ce symbolisme. Généralement, symbolisme, ce qui est représenté sous forme d'un dessin. Bon. Alors, pour représenter les éléments d'un ensemble, généralement, on met des croix. On peut mettre des croix ou des points. Alors, quand on met ces croix-là, on sait bien qu'on a 3 éléments. Si je devais mettre une 4e croix, on a un 4e élément. Donc, chaque croix représente un élément de l'ensemble. Et il s'avère ici que nous avons 4 éléments de présent. Bon, c'est pas dit qu'il y a 4 éléments. J'en ai représenté 4, il y en aurait peut-être plus. Voilà. Alors, je vous dirai comment vous dire si l'ensemble, il y a réellement autant d'éléments à l'intérieur ou pas. Alors, ici, j'ai choisi de représenter par des croix. J'aurais pu représenter par un autre symbolisme qui est cette croix-là. Voilà. Pourquoi pas. Donc, voilà, je représente par ce symbolisme-là qui représente les éléments d'un ensemble. Bon, généralement, les éléments d'un ensemble sont individualisés. C'est-à-dire qu'il faudra les dénommer. Alors, par exemple, cet élément-là, le premier s'appelle A. Celui-ci, je décide de l'appeler B. Celui-là, je décide de l'appeler C. Bon, j'aurais pu mettre A1, A2, A3 avec des indices. Il s'avère qu'ici, je mets les lettres de l'alphabet. Pourquoi? Parce que, bon, j'en ai pas une multitude. Les lettres de l'alphabet, on a 25, 26, quelque chose comme ça. Voilà. Et donc, ici, ce que j'ai décidé, c'est de ne pas mettre d'indice. J'aurais pu mettre un indice. Alors, j'aurais pu mettre un indice, appeler tout élément, je l'appelle A1. Voilà, le premier élément. Le second élément, je le distingue de cette manière-là. Le troisième, je le distingue en mettant A3. Celui-ci, je vais le distinguer en disant qu'on a A4. Et là, A5. Et ainsi de suite. Bon, j'aurais pu en avoir N éléments. Donc, tout élément a son indice I. Donc, j'aurais un élément quelconque, je l'appellerai I. Donc, d'indice I. Donc, j'aurai l'élément AI. Voilà. Donc, il y a là l'écriture indicée et l'écriture non indicée. Et de toute façon, même que l'alphabet comprend 25 éléments, on peut conjecturer malgré que sans indice. Sans indice, on peut conjecturer. C'est compréhensible. Autant il est aisé et facile de conjecturer avec des indices. Hein, si on a mis un indice, c'est pas pour rien. C'est justement voilà, pour conjecturer très facilement et d'aller chercher un élément quelconque. Autant on peut conjecturer sans mettre d'indice. Bon, il arrive parfois d'appeler des éléments A, B, C. Bon, si on veut conjecturer, on met 3 petits points, on sait bien à quoi ça rime. Voilà. Donc on a des éléments d'un ensemble, il faut les individualiser de telle manière à pouvoir aller rechercher n'importe quel élément d'un ensemble dès le moment où on le nomme. Si on dit l'élément B, on parle de l'élément B, on sait à quel élément on a affaire. Puisqu'on a
citer explicitement l'élément B, on sait bien qu'on a affaire à celui-ci. Si on dit l'élément D, ben on sait bien qu'on a affaire à celui-ci. Et que D, il n'y en a pas deux. Il n'y en a pas trois, il n'y en a quatre, ni quatre. Il n'y en a qu'un et un seul, c'est D. Il est individualisé dans le groupe, il est individualisé. Donc, dès le moment où il est individualisé dans le groupe, on sait aller rechercher un élément individuel par rapport au groupe. Et on sait le citer, on sait voilà, l'extraire et voilà, le distinguer et pouvoir l'extraire pour une opération d'extraction ou autre. Donc on sait le visualiser, on sait le distinguer, on sait le différencier, on sait tout ce que vous voulez. Donc voilà, on sait distinguer dès le moment où il n'y a une seule dénomination. Et il en est même pour voilà, les indicés. Si je dis A1, c'est celui-ci. Si je dis A5, c'est celui-là. Donc on sait, je m'excuse, on sait distinguer les éléments via l'attribution d'une dénomination voilà, à l'élément qui est représenté par une croix. Donc les croix, c'est bien, on a des éléments, mais il faut les distinguer par une dénomination pour savoir quel élément il s'agit. Alors une fois qu'on a les éléments représentés par un nom, voilà, à ce moment-là, je peux l'englober voilà, dans une cohorte fermée qui n'est pas une représentation voilà, avec voilà, il n'y a pas de frontière ici. Hein. Voilà, ce sont des éléments qui sont à l'intérieur d'une cohorte fermée, qui signifie que ce sont les éléments d'un ensemble que je peux appeler, par exemple, voilà, cet ensemble, je vais l'appeler E, E pour ensemble. Voilà. Alors, généralement, on n'utilise pas des représentations loufoques pour mettre les éléments dans un ensemble. La représentation la plus significative est celle provenant voilà, du patatoïde ou de l'ovale ou de l'ellipse, qui est la représentation d'un ensemble par une cohorte fermée, qui est une ellipse ou une patatoïde qu'on appelle la représentation de Lerven. Voilà, de Lerven. Donc, ce qui veut dire que, quels sont les éléments de l'ensemble ben, j'aurais pu dire que l'ensemble, c'est ceci. Voilà. Et à 4 à 5 sont en dehors de l'ensemble. Voilà. Ou alors, j'aurais pu dire que les éléments de l'ensemble sont voilà, ceux-ci. Et à 3 et en dehors ne fait pas partie voilà, de l'ensemble. Donc, vous voyez que le fait de mettre une ellipse, bon, c'est une belle forme, hein, voilà, c'est une très belle forme. Donc, c'est un idéogramme très adapté pour représenter les éléments d'un ensemble. Et dès le moment où on voit une ellipse ou une patatoïde ou un ovale, ben, on peut se dire que on a affaire à un ensemble qui va contenir des éléments. Et alors, les éléments de l'ensemble, on peut lui attribuer un nom. L'ensemble possède un nom, parce qu'on peut former des ensembles de tout ce qu'on veut, et on peut distinguer, aussi bien on peut distinguer les éléments d'un ensemble, comme je vous ai dit tout à l'heure, A1, A2, A3, A4, voilà. Aussi, on peut distinguer les ensembles. Je peux avoir un ensemble E, un ensemble F, etc. etc. Voilà. Donc on peut avoir plusieurs ensembles et distinguer les ensembles par une dénomination, voilà, que j'appelle E, F, etc., mais par une lettre majuscule. Là, par exemple, ici, j'aurais l'ensemble E. J'aurais affaire à l'ensemble E. Par exemple, A3 ferait partie de l'ensemble F. Pourquoi pas? Donc là, de nouveau, et alors il n'y aurait pas, voilà, il n'y aurait pas, voilà, de communication entre l'ensemble E et de F. Donc ils sont complètement ce qu'on appelle disjoints. Ils n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Voilà. Il n'y a pas des éléments qui vont correspondre à E et à F, ou à E et F, ou E ou F. Il n'y a rien de tout ça. Ici, puisqu'il s'agit de deux éléments, deux ensembles disjoints, ils sont complètement séparés, ils n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Voilà. Donc ça, c'est la représentation de Lerven. Lerven, qui est une représentation ensembliste, la plus classique que l'on trouve couramment en mathématiques, qui a été adoptée par les mathématiques. C'est la représentation à l'aide d'un idéogramme qui est un patatoïde ou un ovale ou une ellipse.
qui est la représentation voilà, de l'Erven, la représentation d'ensemble. Et on y place dans ces ensembles des éléments. Quoique, attention, un ensemble peut être aussi vide. Si l'ensemble est vide, comment voit-on un ensemble vide? Ben, il faut le signifier qu'il est vide. Comment le signifie-t-on? Eh bien, de la manière suivante. Si je veux montrer que l'ensemble E est vide, il suffit de le hachurer. Donc, ça veut dire que là, on déclare fait et cause que l'ensemble ne contient aucun élément, c'est-à-dire qu'on a affaire à un ensemble vide de toute substance, de toute caractérisation, de tout élément. Donc il n'y a aucun élément présent, si vous voulez, dans l'ensemble E. Et c'est la manière de représenter un ensemble vide, et on montre qu'il est vraiment vide. Alors là, c'est une signification qui est, je veux dire, adoptée aussi dans les notions ensemblistes, qu'un ensemble vide, ben, on ne le laisse pas forcément vide, mais on le hachure pour lui montrer qu'il est complètement vide. Alors, ça c'est une chose, là on peut dire qu'il est vide, ou alors vous enlevez les hachures et vous écrivez vide. Mais il en est de même pour un ensemble complet. Pour dire qu'un ensemble est complet, ben, il faut lui dire qu'il est complet. Autant vous allez dire qu'il est vide, hein, par des hachures, mais maintenant, si vous enlevez les hachures, vous pouvez enlever les hachures, il n'y a pas de problème. Hein. À ce moment-là, vous écrivez que l'ensemble est vide, pour être sûr et certain qu'il est vide. Voilà. Alors maintenant, contrairement à ça, il existe l'ensemble qui est complet. Alors, voilà, ici, dans ce cas-ci, ABCD complet. Les D complets. Alors, je vais vous mettre maintenant à l'aide d'un diagramme de Venn pour éviter cette représentation loufoque qui est acceptable, mais qui ne répond à aucun standard des notions ensemblistes. C'est votre propre standardisation qui fait en sorte que vous avez une corde fermée pour laquelle vous avez englobé des éléments, mais vous l'avez mis de façon qui vous essayez le mieux. Voilà, même en vérité, il faut faire correspondre à un standard qui est la représentation standardisée en diagramme, ce qu'on appelle le diagramme de Lerven. Il s'agit ici purement et simplement d'un diagramme. Alors qu'est-ce que c'est qu'un diagramme? Un diagramme, c'est on va dire un outil, un support du raisonnement, parce qu'on ne fait pas des diagrammes pour dire de faire des diagrammes pour le plaisir. On fait des diagrammes pour faire du raisonnement. Un diagramme de Lerven est un des diagrammes, il en existe toute une panoplie, le diagramme de Carroll, diagramme de Lerven, diagramme de matrice, diagramme en table de vérité, diagramme, il existe beaucoup de diagrammes qu'on peut établir, c'est pas ça qui manque dans les diagrammes. Mais donc le diagramme de Lerven, c'est un diagramme qui est utilisé en tant que support de réflexion, en tant que support du raisonnement. Voilà, diagramme de Lerven. Alors, là, bien sûr, il existe plusieurs ensembles. On peut former des ensembles de ce que l'on veut. Voilà, et il peut exister des opérations sur les ensembles. J'en pense à l'intersection, la réunion d'ensemble, l'intersection d'ensemble, la différence symétrique d'ensemble, la différence tout court d'ensemble, etc., etc. Il existe des opérations ensemblistes, donc on peut faire des opérations sur les ensembles. Voilà. Alors, le diagramme de Lerven, voilà, qui est un pentatoïde, est une représentation que vous retrouvez dès les primaires. Hein. En primaire, c'est un des objets qui va servir sur base de raisonnement, parce que bon, les enfants ont besoin d'une certaine visibilité, parce qu'ils n'ont pas un cerveau, je veux dire, voilà, un cerveau, ils n'ont pas de cerveau mature, loin de là. Il est en train de se transformer au fur et à mesure des années pour en finalité arriver, je veux dire, à faire du raisonnement. Mais bon,
départ, le cerveau n'est pas, je veux dire, pour le commun de mortels, le cerveau voilà, d'une personne en bas âge, voilà, n'a pas les facultés d'une personne, je veux dire, qui a voilà, un certain âge. Donc vous voyez que le cerveau se développe au fur et à mesure des années, et c'est tout à fait normal. Voilà, tout comme notre corps se transforme, le cerveau se transforme et il acquiert pas mal de facultés au fur et à mesure avec l'âge. Mais après, ben, vous allez me dire, oui, il y a régression, fatalement. C'est comme un produit. Un produit, bon, il atteint sa maturité, puis après, bon, il va à la déchéance, tout comme le corps. Hein. Le corps va à la maturité, puis il va se déchoir. Voilà, c'est normal. C'est un parcours, je veux dire, qui est un parcours que tout le monde suit, si tout le monde suit, euh, atteindra un âge élevé. Ça, c'est tout le monde. Ça. Tout le monde va subir, à moins que la personne ne vive pas jusqu'à un certain âge, ben, ou qu'elle ait voilà, des bobos au cours de sa vie au niveau du cerveau, mais sinon le cerveau va suivre voilà, une maturité, et puis après, bon, elle va avoir une déchéance du cerveau. Ça, c'est comme tout le corps, chaque partie du corps va subir les affres de l'âge. Voilà. Alors, ceci étant dit, ce que je voulais dire, c'est que le diagramme de Lerven est une des meilleures possibilités pour visionner, pour voir certaines choses et pour décrire certaines choses. Donc, c'est pour ça qu'il est utilisé dès les années, dès les primaires, pour, pour entrevoir certains concepts et commencer à établir des liaisons, des relations, des correspondances, des vues d'esprit, voilà, voilà, des traitements, sur des notions aux ensemblées, etc., des hiérarchies, tout ce que vous voulez. Bon, ben, il faut une vision, une certaine vision. Voilà. Et le diagramme de Lerven est l'un des instruments qui permet cette visibilité, cette vision, qui va permettre une certaine cohérence, une vue d'esprit, et donc apporter des solutions relatives à certains raisonnements. Alors, le diagramme de Lerven, je vous disais tout à l'heure qu'il peut contenir des éléments. Bon, alors je vais mettre par exemple un élément A. Voilà. Ici, je vais le mettre avec un point. Hein. Généralement, je le mets avec une croix. Je vais mettre avec un point. Voilà l'élément A, l'élément B et l'élément, par exemple, C. Alors, est-ce qu'il est complet? Il pourrait ne pas l'être. Voilà. Si je mets ABC, est-ce qu'il est complet? Personne ne sait dire s'il est complet ou pas. Est-ce qu'il contient ABC? C'est pas dit. Voilà, c'est pas dit. On pourrait dire que c'est A, B, C, D avec une succession en se disant qu'on en met 3 et ça suffit. Voilà. Tout comme je mettrais X1, X2, X3. Voilà. Quoique avec les indices, je peux mettre XI. Et là, à ce moment-là, ça correspondrait à un I quelconque. Voilà. Par contre, ici, pour se dire qu'il est complet, ben, on écrira, ben voilà, il n'y en a pas un de plus. C'est un élément, c'est un ensemble constitué de 3 éléments, pas plus. Alors, là, on aura ce qu'on appelle, pour avoir le nombre d'éléments, c'est ce qu'on appelle le cardinal de l'ensemble E, le cardinal qui est donné avec un symbole, encore une fois, c'est du symbolisme, hein. Comme tout est symbolisme, beaucoup d'idéogrammes sont présents, je veux dire, dans les notions ensemblistes. Voilà. Alors un idéogramme a une signification. Si vous voyez par exemple, voilà, si je prends une tête de mort, je vais essayer de la représenter correctement. Voilà, vous avez une tête de mort, ben, ça signifie qu'il y a danger. Il y a danger. Voilà, bien sûr vous mettez deux os là pour dire voilà, il n'y a plus de deux os. Eh bien ceci, ça signifie, c'est un idéogramme hein, qui a une signification qu'on retrouve, voilà, pour représenter qu'il y a un danger de mort, par exemple du poison ou je sais pas moi, on peut tout imaginer.
voilà, qui peut causer, voilà, où il faut faire attention. Quand vous voyez ça, il faut faire très attention parce que ça veut dire qu'on a affaire à un poison ou quelque chose comme ça. Voilà. Donc on a voilà, tête de mort, l'idéogramme tête de mort. Ben, je l'ai mal dessiné, mais voilà. Le but c'est pas de faire un dessin ici, ça prendrait du temps. Ben, je l'ai mal dessiné. Oh, mais enfin bref, vous m'avez compris que ceci, c'est un idéogramme, c'est un symbolisme, un dessin qui va représenter, qui a une signification. Elle a une signification. Ça veut dire qu'on a affaire à quelque chose qui va concourir à une forme de danger. Une forme de danger qui est présent. Donc il faut rester vigilant. Rester vigilant. Voilà. Donc, eh bien, ici, le dièse, c'est ce qui est un symbole représenté par exemple en musique, qui signifie, en musique, hein, si je prends le cas de la musique, il y a une signification en musique, qui signifie, voilà, élever la note d'un demi-ton. Voilà. Alors il y a voilà, son contradictoire, qui est le bémol, qui est réduire la note d'un demi-ton. Voilà. Donc on a le dièse et le bémol. Bon, mais en mathématiques, le dièse, c'est un symbolisme qui signifie beaucoup de choses, dont notamment, le voici, le dièse signifie, voilà, le dièse suivi d'un ensemble E, ça signifie le nombre d'éléments que possède l'ensemble. C'est-à-dire, ici, si je prends l'ensemble E comme il est complet, je suis sûr et certain qu'il est complet, il contient 3 éléments. Voilà, c'est cross E égale 3. Cross, ouais, cross c'est en anglais. Cross, hein. Quand je dis cross, c'est dièse. Cross, normalement, c'est croix. Cross. Cross, voilà, cross. Ou si vous voulez, dièse. C'est dièse. Voilà. Donc, si vous avez cross E, ouais, ça veut dire que c'est le nombre d'éléments que vous devez comptabiliser, pour autant qu'il soit complet, bien sûr, parce que si vous comptabilisez qu'il est incomplet, ben, ça ne sert à rien de comptabiliser, parce que vous n'aurez pas la bonne réponse. Voilà. Alors, ça, c'est le cardinal de E, ce qu'on appelle le cardinal de E, hein, le cardinal de E, qui s'indique par un dièse. Voilà, on indique ceci par cardinal de l'ensemble E. Cardinal de l'ensemble E. Voilà, plus facile d'écrire cross E égale 3 que de commencer à écrire cardinal de l'ensemble E égale à 3. Cardinal de l'ensemble E, voilà, cardinal de l'ensemble E, ici, il est égal à 3. Voilà. Alors maintenant, on peut aussi, voilà, écrire tous les éléments, les individualiser un par un. Alors si j'écris les éléments un par un, ben, j'écrirai E égale, et je mets tous les éléments, je les énumère. Par énumération, je vais les énumérer, ben, j'aurai A, suivi de B, suivi de C. Il n'y a pas besoin de mettre un ordre ici. Hein. J'aurais pu mettre ABC ou CBA ou BCA ou peu importe. Mais si vous le mettez par ordre, vous avez déjà une meilleure visibilité des éléments. Vous n'allez pas en oublier un. Hein, c'est facile, ici ce sont les lettres de l'alphabet. Donc vous connaissez l'ordre alphabétique, ben, ABC, vous savez bien que vous n'avez pas oublié un élément. Voilà. Par contre, si vous mettez, s'il y en avait plusieurs, voilà, si vous ne les mettez pas dans l'ordre, à ce moment-là, vous risquez de, voilà, de vous y perdre. Voilà, vous y perdre. Donc ici, je peux dire B, C, A, mais il n'y a pas d'ordre. Hein. C'est pas obligatoire, l'ensemble E n'est pas obligé d'être écrit de manière ordonnée. Mais plus vous mettrez de manière cohérente, ordonnée, plus moins vous aurez voilà, une possibilité à l'erreur. Voilà, parce que le fait de le désordonner, voilà, ça commence à devenir, comme on est des êtres humains, je veux dire, organisés, des êtres organisés au niveau, voilà, nous sommes organisés au niveau de l'esprit. Donc l'idéal, c'est pas obligatoire, mais c'est d'organiser, je veux dire, la présentation de manière à ne pas
en oublier un, puisqu'on connaît l'ordre alphabétique, vous le connaissez depuis que vous êtes voilà, enfant, eh bien, connaissant l'ordre, ben, placez par ordre, de manière à ne pas vous tromper. Comme ça, vous savez que vous n'avez pas oublié un élément. Maintenant, vous allez me dire ici, comme il y en a 3, c'est assez simple. BCA ou ACB ou BCA. Voilà, on peut avoir ABC, BCA, je peux vous les mettre tous. Il y a, voilà, en fait, il y a combien de possibilités? 1, 2, 3, il y aura 6 possibilités. Ouais. Enfin, il y en aura 3. Il y aura ABC, A, je vais vous le dire tout de suite, hein, A, C, B, voilà, ça fait déjà 2. On aura BCA, B, BCA, BAC, voilà, et ensuite on aura CAB, et on aura bien 6. Voilà, 1 fois 2 fois 3 fois 1 fois 2 fois 3. 1 fois 2 fois 3. Ce qui veut dire qu'on a factoriel de 3. 3 possibilités d'écrire voilà, B, AC, ACB, C, A, B, C, BA. Donc on en a bien 6. Alors pourquoi 6? Parce qu'en fait, on a 3 éléments. On a 3 éléments. Hein. ABC, dans ABC, il y a 3 éléments. Cardinal de E vaut 3. On a 3 éléments, ben, vous faites 3 factoriels. Pourquoi faire 3 factoriels? C'est comme si vous deviez placer 3 éléments dans 3 cases. Alors, le nombre de manières de placer 3 éléments dans 3 cases vides, ABC dans 3 cases vides, ou 4 éléments dans 4 cases vides, ou placer 5 éléments dans 5 cases vides, ou 6 éléments dans 6 cases vides, c'est ce qu'on appelle les permutations. Donc on a une permutation ici, comme on a 3 éléments en 3 cases vides, donc on ne s'est pas trompé, c'est 3 factoriel de 3. Donc on a 6 possibilités. S'il y avait 4 éléments, ben, ce serait factoriel de 4, c'est-à-dire 1 fois 2 fois 3 fois 4, ce qui fait 24. Voilà. Et si on avait 5 éléments, on remonte à 120. Et puis si on avait 6 éléments, on monte à 720. Et ainsi de suite. Je crois que c'est ça. Hein. Il faudrait que je fasse le calcul. Voilà, factoriel de 5. 5. 1 fois 2 fois 3 fois 4. 1 fois 2 fois 3 fois 4 fois 5. Je contrôle juste si je n'ai pas raconté une bêtise. Donc 1 fois 2 fois 3 fois 4 fois 5, ça fait bien 120. Si je fais fois 6, ça fait bien 720, donc je n'ai pas raconté de bêtises. Voilà. Donc si vous avez 6 éléments à placer, vous avez 720 possibilités. Hein, donc on n'est pas obligé d'ordonner, c'est ça que je veux dire. On n'est pas obligé d'ordonner. Alors, ça c'est une chose. Donc vous n'êtes pas obligé d'ordonner. Alors maintenant, si on a un ensemble contenant 2 éléments, si on n'a aucun élément, l'ensemble il est vide. Alors je vous ai dit que soit vous écrivez qu'il est vide, ou soit vous l'assurez. Vous l'assurez pour dire qu'il est vide. Ou vous écrivez qu'il est vide. Ça, on va faire un ensemble vide. Alors là aussi, il y a un symbolisme pour dire que l'ensemble est vide. Il y a un symbolisme existant pour dire que l'ensemble, l'ensemble ici est vide. L'ensemble est vide. Alors comment écrire ça? Par un symbolisme. Écrire l'ensemble est vide, c'est écrire E égale, il existe tout un symbole tout fait. Voilà, c'est égal l'ensemble vide. Voilà. Ça c'est équivalent, hein, dire que l'ensemble est vide. Voilà. Alors maintenant, si on a l'ensemble E contient un élément, l'ensemble 1 contient qu'un seul élément, je veux l'appeler par exemple A, eh bien, on dira que A contient un singleton. C'est le singleton A. Alors, si E contient 2 éléments, il contient ce qu'on appelle une paire.
Alors je vous dis que AB et BA c'est le même. Hein. Pas confondre avec un couple. Le couple AB est différent du couple BA. AB, c'est une paire ordonnée. Hein. AB, le couple AB est différent de BA. Pas confondre un couple et voilà, une paire. Alors maintenant, 3 éléments, c'est un trio, et ainsi de suite. Un trio, un quatrio, voilà, et ainsi de suite. Voilà. Ou un triplet. Là, vous avez un triplet. ABC. Voilà, puis un quadriplet, un quintuplet, voilà, un sextuplet, ou voilà, etc. etc. Voilà. Donc je vous rappelle qu'il n'y a pas forcément d'ordre à ça. Bon. Alors maintenant, ça c'est pour ces petites notions ensemble qui sont, voilà, un passage obligé. Alors, si un élément contient par exemple 3 éléments, A, B, C, là je l'ai décrit, je ne suis pas obligé de mettre dans l'ordre, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a 720 possibilités d'écrire ceci. Enfin, je m'excuse, pas 720, ici on a 1 fois 2 fois 3, c'est 3 factoriel, ce qui fait 6. Et ainsi, voilà. 720, c'est quand vous avez A, B, C, D, E, F. Voilà, avec A, B, C, D, E, F, vous avez 720 possibilités d'écrire ça. Mais ici, il n'y en a que 3, donc il y a factoriel de 3, ça fait 6. Alors, si on écrit ça comme ça, c'est la manière d'écrire en analytique. Analytique. C'est une écriture, voilà, qui a un point de vue analytique, ou ce qu'on appelle l'écriture, voilà, voilà, c'est une écriture des éléments de l'ensemble en extension, ou si vous voulez, elle les donne tous par individualité, décrit A, B et C, elle les énumère, voilà, donc elle les énumère toutes. Bon, maintenant, voilà, elle les énumère toutes. Donc ici, c'est voilà, une description par individualisation. Voilà. Individualisation, c'est aussi une énumération. On les énumère toutes un par un. Elles sont individualisées. On sait bien qu'on a A, on sait bien qu'on a B, on sait bien qu'on a C. C'est comme dans une classe, il y a telle personne, telle personne, telle personne. Elles sont individualisées. Donc, on les individualise tous personnellement. Elles sont prises personnellement, une par une. Voilà. Et c'est une manière de décrire l'ensemble de manière analytique, au travers des accolades, des séparations avec des points-virgules ou des virgules. Voilà. Et cette manière de faire s'appelle aussi voilà, une description par inventaire. Alors, il existe une autre façon de faire. Par exemple, je veux décrire l'ensemble des nombres pairs. Voilà, l'ensemble E, qui est l'ensemble des nombres pairs. Donc je vais mettre E. Et là-dedans, bien sûr, j'ai 0. Je ne prends pas les négatifs. Hein, voilà. Je prends que les nombres pairs. 0, 2, 4, 6. La tape par 2 si vous voulez. 6, 8. Voilà. Et là, je vous dis tout de suite, incomplet. Hein. C'est incomplet. Il est incomplet parce que je ne peux pas tous les mettre. Donc je vous dis tout de suite, voilà, l'ensemble c'est 0, 2, 4, 6, 8. Mais c'est incomplet. Parce qu'il y a aussi 10, 12, 14, 18 et ainsi de suite. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va pas les nommer séparément parce qu'il en manquerait. Ça ferait des jaloux. Bon, si le 10 n'est pas dedans, 10 risque de, bon, malgré tout les chiffres ça ne parle pas, mais s'ils devraient parler, ils se diraient, bon, pourquoi moi je ne suis pas dedans alors que vous individualisez? Pourquoi vous ne m'énumérez pas alors que je suis dedans? Alors à ce moment-là, il faut une autre approche. Il faut une autre approche d'écriture. On ne se basera plus sur l'écriture de type analytique. Mais on va se baser sur une écriture de type, si vous voulez, synthétique. Alors, le synthétique, comment est-ce qu'on décrira? Ben, l'ensemble E, c'est
bon, l'ensemble des cas, les cas appartiennent à n, tel que, voilà, on est les éléments n égale à 2k. Voilà. Et là, l'ensemble de E est formé des éléments, voilà, des éléments valant exactement n. Voilà. Donc, ce qui veut dire que k appartient au naturel. Si k vaut 0, ben, 0 fois 2, on a 0. Si k vaut 1, parce que 1 est un naturel, 1 fois 2, ça fait 2. Si k vaut 2, 2 fois 2, n vaut 4, et ainsi de suite. Donc, je décris par une formule l'ensemble des éléments, attention que K déjà il appartient à un ensemble. K appartenant à n, on a déjà l'ensemble naturel qui est présent. Voilà. Donc ce qui veut dire que on a un sous-ensemble. Voilà, les nombres pairs sont un sous-ensemble de l'ensemble des naturels. On a les nombres naturels et là-dedans on peut extraire, si vous voulez, l'ensemble des nombres pairs. Les pairs sont, c'est-à-dire voilà, un sous-ensemble des nombres naturels. Alors, décrire l'ensemble de cette manière n'est plus une manière analytique, mais c'est une manière, si vous voulez, synthétique. Alors, est-ce qu'elle est écrite en extension? Non, elle est comprise, il faut la comprendre. Donc, elle est écrite non plus en extension d'énumération, mais de manière où il faut comprendre la formule. Donc, on a une manière en compréhension. Alors, est-ce qu'elle est donnée en individualisation? Non, elle est donnée en, si vous voulez, globalisation. Est-ce qu'elle est, énumérative? Oui, elle est énumérative, mais on va dire énumérative, mais par formulation. Il y a une formule qui est cachée derrière ça. Voilà. Alors, est-ce qu'elle est par inventaire? Non, elle est par, on va plutôt, c'est plus un inventaire qu'on a, mais une caractérisation. Voilà, donc l'approche n'est plus tout à fait la même. Bon, elle est plus globalisante que plus individualisée. Voilà, et plus. Maintenant, vous n'allez pas mettre une formule pour 3 éléments. Hein. Si vous mettez une par formulation, c'est parce que ça doit être quelque chose de lourd à écrire. Hein, vous n'allez pas voilà, mettre les nombres pairs de 0 à 6 et marquer une formule pour les nombres pairs de 0 à 6. Non, ça doit être quelque chose. Vous mettrez une formule dès le moment où c'est quelque chose de lourd qui va apparaître. Si c'est quelque chose de pas lourd, vous pouvez écrire par l'énumération. Hein, l'énumération ne prendra que. Voilà. Ne prendra que 3 valeurs, vous savez les écrire, ça c'est pas un problème. Hein. Vous avez plus vite écrit l'énumération que de commencer à écrire une formule. Bon, donc le pour et le contre, il faut le peser. Il ne faut pas mettre une formule à tout va, parce qu'il faut penser aussi le caractère, je veux dire, rapide de l'écriture de la formule. Si elle aide en soi à faire comprendre qu'on a une panoplie de nombres qui sont, je veux dire, extrêmement, je veux dire, lourds à écrire, alors on évitera l'écriture par énumération. Donc à ce moment, on mettra une formulation. On va écrire de manière globalisante quelque chose qui est plus difficile à écrire en individualisation, ou voire même impossible à écrire, parce que si on a une infinité de nombres, bon, personne ne peut écrire une infinité de nombres. Même un ordinateur ne sait pas évaluer l'infini. Hein. Bon, je vous le dis tout de suite, l'ordinateur il est bloqué. Je veux dire, tout ordinateur, même, vous pouvez rassembler, j'ai fait déjà des vidéos là-dessus, pour rassembler tout le maximum d'ordinateurs au monde, avec les meilleurs processeurs au monde, les multiprocesseurs ou ce que vous voulez, il n'arrivera jamais à compter jusqu'à l'infini, parce que l'infini, ça s'arrête jamais. Donc, vous voyez qu'à un moment donné, tout est limité, tout a ses limites. Tout à sa limite. Donc ce qui veut dire par là, bon, s'il y a des grands nombres, énormément de nombres, fatalement, on va globaliser, mais quand on dit énormément de nombres, on va pas suivre un chemin vers l'infini parce que c'est pas possible. C'est pas possible. Voilà. Mais on mettra une formule. On mettra une formule qui va décrire n'importe quel nombre qui va tendre vers l'infini, par exemple.
ou qui va rester, ou qui va être borné, pourquoi pas, on n'est pas obligé d'aller à l'infini, on peut être borné hein, à l'écriture de, voilà, on peut s'arrêter à un moment donné, hein, on n'est pas obligé d'aller vers l'infini. Voilà. Par contre, si maintenant il y a très peu d'éléments, il ne faut pas le mettre par formulation. Vous avez plus vite écrit les éléments que de commencer à écrire la formule. Hein. Voilà, si j'écris ABC, j'ai plus vite écrire ABC qu'une formule. Hein. Voilà. Donc en fait, il faut peser le pour et le contre pour l'écriture de l'énumération ou la formulation. Alors, ceci étant dit, c'est quelque chose de fondamental, je veux dire ceci, dans les notions ensemblistes. Vous choisirez soit votre voie, la voie 1 ou la voie 2. Mais vous l'écrivez soit en analytique ou en synthétique, ou voilà, en analytique ou en synthétique, en extension ou en compréhension, en individualisation ou en globalisation, en énumération, en formulation, en par inventaire ou par caractérisation. C'est vous qui voyez. C'est vous qui voyez. Bon, ceci étant dit, donc il faut des petites notions d'ensemble, des notions ensemblistes, avant d'entamer quoi que ce soit sur les relations binaires. Alors maintenant, sachant cela, qu'est-ce que c'est qu'une relation binaire dans un ensemble E? Eh bien, tout d'abord, qu'est-ce que c'est qu'une relation binaire? Une relation, tout d'abord, qu'est-ce que c'est qu'une relation binaire? Ben, c'est une correspondance entre deux ensembles. Alors, je vais vous faire une correspondance entre trois ensembles. Là, j'ai un ensemble E, un ensemble F et un ensemble G. Alors, celui-ci, je l'appelle, bien sûr, je vous ai dit qu'il fallait le dénommer. Je peux avoir E, F et G. Et donc, je peux composer, prendre des éléments de E, ensuite prendre des éléments de F, ensuite prendre des éléments de G. Pourquoi pas? Je fais une correspondance entre E et F, et ensuite de F à G. Pourquoi pas? Bon, là j'ai fait une correspondance, voilà, une relation ternaire. Alors si je mets EF fois G fois H, j'ai une relation quaternaire, et ainsi de suite. Voilà. Mais il s'avère qu'ici, il faut parler de relation binaire, parce que le titre faisait référence à relation binaire. Qui dit relation binaire dit deux ensembles, c'est-à-dire que je ne peux pas avoir un troisième ensemble. Voilà. Donc on a la relation entre deux ensembles. Alors, la correspondance entre deux ensembles, elle a un sens. Voilà. Ce que je vais faire ici, voilà, je vais faire une correspondance ici. Si E contient 1, 2, 3, alors on va mettre 1, 2, 3, 4. Voilà. Voilà les éléments de l'ensemble E. Et là, je vais mettre A, B, C. Alors, cardinal de E, il vaut 4. Cardinal de F, il vaut 3. Voilà. De quoi est constitué E? Ben, 1, 2, 3, 4. Je ne vais pas mettre une formule parce que j'ai plus vite écrit 1, 2, 3, 4 que de commencer à mettre une formule. Hein. 1, 2, 3, 4. Et je sépare par une virgule. Pourquoi une virgule? Ben, j'aurais pu mettre un point virgule. Ici, comme j'ai des nombres entiers, les nombres entiers, ben, je peux mettre une virgule au nombre entier, mais c'est suivi d'une infinité de 0. On ne fait jamais ça. On met 1 pour un sans virgule. Donc, il n'y a pas de confusion possible. Si je sépare par une virgule, la virgule ici est un séparateur. C'est un élément qui va séparer, voilà, les nombres entiers. Comme les nombres entiers, on les écrit jamais avec une virgule, on pourrait, hein, mais à ce moment, il faut une infinité de 0 derrière. Voilà. C'est-à-dire mettre 3 zéros et vous mettez 3 petits points. Comme on ne met pas jamais les zéros, on les écrit sans virgule. Donc, il n'y a pas de confusion possible. La virgule ici n'est pas une virgule du nombre, mais un élément séparateur. Bon, sinon, si ça vous dérange, vous mettez un point virgule. Vous mettez un point virgule comme ceci. Voilà. Alors maintenant, s'il y avait une panoplie de nombres, et c'est pas le cas ici, j'ai pu vite écrire en écriture. Voilà, ici j'aurais pu écrire que K appartient à l'ensemble des naturels. Voilà. Bon, bien sûr, voilà, si je prendrais une infinité de nombres. Bon, mais ici, si je dois aller jusque 4, bon, je devrais écrire, par formulation, j'écrirais 4 appartient, voilà, à l'intervalle de 1 jusqu'à 4. 4, je peux le prendre, 1, je peux le prendre, voilà, et c'est tout l'élément. Ouais, bien sûr, K appartenant, faut bien dire que K est un entier, hein, sinon, on va même dire que ceci, K
appartient à n au naturel, voilà, tel que, ouais, il appartient à l'intervalle 1, 4, tel que K appartient à l'intervalle 1, 4. Voilà. À ce moment-là, je dis que K est un naturel, ça c'est sûr et certain. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mais en plus de ça, je vais le borner. Je vais le borner, je vais le mettre dans un intervalle voilà, pour lequel je ne veux pas dépasser 4. Voilà, je ne veux pas dépasser 4. 5 ne fait pas partie de... Voilà, 6 ne fait pas partie de l'ensemble. 7 ne fait pas partie. Je dis que je prends tous les éléments, mais j'enlève tout ce qui est au-delà de 4. Je borne. Donc je prends les éléments 1, 2, 3, 4. Pourquoi 1, 2, 3, 4? Parce que je prends les entiers de 1 à 4. Les entiers de 1 à 4, ben, après 1 c'est 2, après 2 c'est 3, après 3 c'est 4, il n'y a que 4 nombres là-dedans. Hein. Voilà. Donc vous voyez que en extension, c'est beaucoup plus lourd à écrire qu'en compréhension. Bon, autant l'écrire en extension, c'est beaucoup plus rapide qu'en compréhension. C'est-à-dire en individualisation, c'est beaucoup plus rapide. Il n'y a que 4 éléments à écrire. Donc en énumération, c'est beaucoup plus rapide. J'écris les 1, 2, 3, 4. Voilà. Alors maintenant, je peux faire des correspondances. Hein, par exemple, je vais écrire une correspondance de E vers F. De E vers F. J'écrirai ceci comme ceci. Bon, je prends un élément de E et un élément de F et je fais une correspondance. Vous voyez qu'ici, c'est une correspondance de E vers F. Par exemple, j'aurai un A, 2 C, 3 A. Voilà. C'est une correspondance, hein, voilà, je fais n'importe quoi, ben voilà. Ben oui, vous pouvez faire n'importe quoi, hein. C'est des liaisons, c'est des correspondances, vous faites n'importe quoi. Mais attention que la flèche va toujours du sens de E vers F. Parce que si vous mettez maintenant des sens, des flèches dans l'autre sens, ben c'est ce qu'on appelle, vous faites un renversement. C'est de F vers E. De F vers E. Donc le sens a une signification très, très, très importante. Voilà. Et ça, c'est une correspondance de E vers F. C'est-à-dire de deux ensembles, d'un ensemble E vers un ensemble F. Et alors, vous aurez ce qu'on appelle le graphe. Le graphe, qui sont les coupes pour lesquelles on a, si vous voulez, la correspondance. Voilà, par exemple, je prendrai un A. Je vais prendre un A. J'ai relié 2C. 2C. R s'appelle le graphe. Hein. Voilà, de la correspondance. Donc j'ai un A, 2C et 3A. 3A. Voilà, et ça c'est le graphe de la correspondance que vous avez ici de E vers F. De E vers F. Bon, ça c'est deux ensembles différents. Bon, maintenant, on a bien une relation binaire. Mais là, elle est de E vers F. Relation binaire parce que c'est une correspondance entre deux ensembles. On a établi des liens, des correspondances entre deux ensembles qui sont deux ensembles distincts, deux ensembles différents. Maintenant, dire relation binaire dans un ensemble E, c'est dire une relation de E vers E. C'est une relation de... Alors là, la philosophie n'est plus tout à fait la même. On n'a plus 4 éléments d'un côté, 3 ou 5 ou 2 ou 4 de l'autre, mais on a exactement le même nombre d'éléments puisqu'il s'agit d'une relation de E vers E. Donc qu'est-ce que je vais faire? Voilà. On met un ensemble E. Alors on a le même ensemble ici. Alors si vous mettez 1, 2, 3, 4, 5, ben vous avez 1, 2, 3, 4, 5 de l'autre côté. Là vous aurez voilà, 1, 2, 3. Si je mets 1, 2, 3, 4, voilà, 1, 2, 3, 4. Ben, vous aurez 1, 2, 3, 4 de l'autre côté. C'est une copie même de... Voilà, c'est une copie, d'ailleurs je vais faire tout de suite une copie. Comme ça je vous prouve que... voilà, enfin, je n'ai rien à prouver là-dessus, mais c'est pour vous dire que c'est le même. Contrôle. Voilà. Voilà, je vous fais une copie. Et voilà, j'ai bien une relation. Voilà, si ce n'est qu'ici, bon, pour les raccorder, je vais mettre les flèches à gauche. C'est juste ça qui va changer pour pouvoir les raccorder. Un élément de droite avec un élément de gauche, un élément de droite avec un élément de gauche, un élément de droite avec un élément de gauche, un élément de droite avec un élément de gauche. Voilà. Vous voyez qu'ici, le cardinal de E, on a qu'un seul ensemble. On a deux ensembles identiques, c'est ça que je veux dire. On a une relation de E dans E. Donc de E
dans E, ou on a des correspondances dans E. Alors, pour l'instant, il n'y a aucune correspondance. Hein. Bon, pour l'instant, il n'y a rien qui est lié, donc fatalement, il n'y a aucune correspondance. Mais je vais faire la correspondance. Alors, je vais par exemple établir de 1 vers 2, de 3 vers 2, de 4 vers 4. Voilà, on a des correspondances, on peut faire ce que vous voulez. Hein. Moi, je peux faire une correspondance de 1 vers 1 aussi. Alors là, c'est ce qu'on appelle un diagramme sagittal, c'est-à-dire avec des flèches. Il y a des correspondances fléchées. Sagittal, ça veut dire flèche. Donc on a des correspondances fléchées ici. Alors on ne fait jamais ça. Hein. Enfin, on ne fait jamais. Quand c'est de E dans E, on peut mettre qu'un seul diagramme. Un seul diagramme suffit. Vous en mettez qu'un seul. Vous en mettez qu'un seul. Voilà. Puisque c'est de E dans E, on sait bien qu'on a toujours les mêmes ensembles. Donc autant éviter la copie. Vous ne le faites qu'une fois et vous n'avez pas de copie à faire de E dans E. Voilà, vous ne faites pas deux ensembles E, vous n'en faites qu'un seul, comme ça vous n'avez pas à faire une copie. Et à ce moment-là, bien sûr, on sait bien qu'on est dans E, et les relations vont s'indiquer comme ceci. 1, ben, 1 est relié avec lui-même. 2, ben, 2, il fait partie... Ouais, vous devez énumérer l'ensemble de départ à la base. Hein. Donc on a 1, 2, 3 et 4. Là, il est en extension. Donc je le mets en extension. Donc 1 est relié avec lui-même. Voilà, on a bien... Le graphe va donner 1, 1. Le graphe va donner le couple, donc 1, 1. Il va donner le couple 1, 2. Alors le couple de 1 n'est pas le couple de 1, 2 n'est pas le couple de 1. C'est différent. Un couple, c'est une paire ordonnée. Voilà. Donc le couple, je l'ai dit tout à l'heure. Voilà. Le couple 3, 2. On aura le couple 3, 2. On aura le couple 4, 4. Voilà. Donc il y aura une flèche, deux flèches, trois flèches, quatre flèches ici. Donc j'aurai un couple, deux couples, trois couples, quatre couples. Voilà. Alors on écrira ça dans un seul diagramme ici. 1, 1, 1 vers 2. On ne met que les correspondances. Hein. Oui, d'abord, je m'excuse. D'abord, il faut mettre les éléments de l'ensemble. Donc on a 1, 2, 3, 4. Voilà. Vous devez mettre l'ensemble E, les éléments de l'ensemble E, bien sûr. Bon, alors on a la correspondance 1 vers 1 vers 1 vers 1, je l'ai mis, c'est la boucle. 1 vers 2, il est là. 3 vers 2, le 3 il est là. Vous devez mettre une correspondance de 3 vers 2. Et enfin, une correspondance de 4 vers 4. Vous aurez ceci. Et alors, à partir de là, on peut étudier la relation binaire. Alors, une relation binaire peut peut avoir des qualités. Les qualités, c'est la réflexivité. On va se soucier des idèmes. Voilà. La symétrie, on va garder les correspondances aller-retour. Pour un aller, on va regarder les retours. Et on va regarder s'il n'y a pas moyen de simplifier les chemins. S'il y a manière de simplifier les chemins. Voilà. Ce qu'on appelle la transitivité. Donc on va, là, la symétrie va jouer sur les correspondances, ce qu'on appelle les correspondances renversées. La réflexivité va jouer sur les idèmes, bon, A, B, B, C, C, ou 1, 1, 3, 3, 4, 4, 2, 2. Mais ici, il s'avère qu'on a un idem et deux idem, parce qu'on a 1, 1 et 4, 4. 1, 1, couple identique, et 4, 4, voilà deux couples identiques. Voilà. Correspondance renversée, on n'en a pas. Hein, il aurait fallu, pour avoir une correspondance renversée, j'écrirais par exemple ceci. 2, 3. Oui. Attention que c'est pas dans ce sens-là. Hein. Je m'excuse, je me suis trompé. Il aurait fallu 2, 3. C'est dans ce sens-là, pas dans l'autre sens. Hein. Voilà. Donc c'est 2, 3 parce qu'on va de E vers E. Sinon, si vous faites dans l'autre sens, vous allez avoir des doublons. Voilà. Alors, si j'écris 2, 3, là, à ce moment-là, je mets 2, 3. Voilà. Et là, à ce moment-là, il faudrait rajouter, bien sûr, dans le graphe 2, 3. Et là, on voit bien qu'on a 2, 3 et 3, 2 qui sont une correspondance renversée. Voilà. Et donc là, on a une symétrie. Voilà. Et la transitivité s'occupe des, ce qu'on appelle des... transitivité s'occupe des... donc, la réflexivité, c'est les idèmes. La symétrie, les correspondances renversées.
et la transitivité s'occupe des voilà, des simplifications de chemin, si vous voulez. C'est des simplifications de chemin. Enfin, c'est des simplifications de chemin. C'est voilà, on simplifie des chemins. Voilà, donc ceci étant dit, c'est ça, voilà, la relation binaire dans un ensemble E, ça correspond à ça, et on recherche généralement bon, les qualités voilà, de réflexivité, voilà, les qualités de symétrie et la qualité de transitivité. Alors, maintenant, j'ai déjà fait des vidéos là-dessus. Qualité de réflexivité, eh bien, on a la propriété peut être réflexive, donc on a la réflexivité. Sinon, on peut ne pas avoir on peut avoir la non-réflexivité, la non-symétrie et la non-transitivité. Alors dans la non-réflexivité, on a la propriété, elle est non-réflexive ou anti-réflexive. Dans la non-symétrie, ben, on peut avoir la propriété peut être non symétrique ou antisymétrique. Et pour la non-transitivité, on peut avoir la propriété qui est non-transitive ou antitransitive ou intransitive. Voilà, pas confondre la qualité de la propriété. Alors maintenant, si on a la qualité de symétrie, la propriété c'est la relation est symétrique. Si on a la qualité de transitivité, la propriété est transitive. La relation est propriété d'être transitive. Alors pas confondre la qualité, voilà, la qualité, soit réflexive, non réflexive, de symétrie ou de non-symétrie, transitivité ou non-transitivité. De ne pas confondre avec la propriété qui peut être réflexive, symétrique, transitive, voilà, ou non-réflexive, anti-réflexive, non-symétrique, antisymétrique, non-transitive et transitive. Voilà, je vous remercie.